Bonsoir à tous. Alors il y a Frédéric qui n'est pas encore connecté. Bonsoir Monsieur Yvan Amar, vous nous entendez? Moi je vous entends très bien. Est-ce que vous m'entendez? Oui, très bien, très bien. Donc on va commencer la troisième et dernière table ronde autour de la didactisation du livre audio, donc usage en médiathèque et en classe de français langue étrangère. Aujourd'hui, pour cette table ronde, nous avons comme invité Monsieur Christophe Rioux, Siab Satalarmemou, Monsieur Yvan Amar et Frédéric Jagut. Il était connecté tout à l'heure, je ne sais pas, il faudrait peut-être qu'on lui envoie un message pour lui dire de se reconnecter. Frédéric Jagut. Alors je vais commencer par Monsieur Satalarmemou, chercheur tunisien, spécialiste en histoire et en patrimoine, conteur, producteur, présentateur et animateur de plusieurs programmes radio et télé depuis 1997. Il a aussi des expériences au théâtre, à la radio, à la télé. Vous êtes membre de plusieurs associations culturelles et vous avez occupé aussi des postes administratifs tels que la direction de loisirs au ministère du Tourisme, conservateur du musée de la ville de Tunis et directeur de la bibliothèque de la ville de Tunis au sein de la municipalité de Tunis. J'espère que j'ai rien oublié. Juste que depuis un an, depuis septembre dernier, j'ai démissionné de la vie administrative. J'ai mis fin à ma carrière administrative de ma propre volonté. Je n'ai pas attendu la retraite comme ça. On ne saura jamais mon âge. Alors, Siab Satar, vous êtes une mine inépuisable de petites histoires tunisiennes racontées délicieusement, donc on adore vous écouter. Alors j'ai trois questions pour vous. La première, donc vous êtes historien de formation et avec vous l'histoire prend des couleurs et se confond souvent avec les mythes et les légendes. Alors, ma question, est-ce que vous pouvez nous raconter cette passion, comment elle est née cette passion pour les contes et légendes tunisiens? Alors, à tout début, je voudrais vous remercier de m'avoir invité à cette table ronde. Ça me fait énormément plaisir d'être parmi vous. Et ce n'est pas la première collaboration avec l'Alliance française, puisque plusieurs fois j'ai été invité par des régions, des villes, des villes, mais aussi une belle expérience que j'avais faite il y a une bonne dizaine d'années. J'ai été invité à des journées de francophonie qui se sont déroulées en Arménie. Et il voulait qu'un extra-communautaire, qui n'est pas la communauté européenne, soit présent dans ces journées-là, les journées françaises d'Arménie, pour raconter des contes tunisiens en français pour les Arméniens. Alors vraiment, c'est quelque chose d'assez bizarre, je dirais, mais c'était une très très belle expérience parce que justement, j'essaie de faire connaître ma culture, la culture tunisienne, mais à travers la langue française, à partir des contes. Et moi-même, j'ai découvert un pays que je ne connaissais pas seulement à travers Charles Aznavour, que je connaissais. À travers lui, je connaissais un petit peu mais sinon, c'était un séjour avec Adrien. Alors justement, de formation, c'est vrai que je suis historien. Mais mais le conte, je n'ai aucun mérite. Sur le plan conte, je n'ai aucun mérite parce que c'est un héritage.
c'est un héritage de plusieurs personnes, parce que j'ai commencé conteur avant d'être historien. C'est un acquis. J'ai acquis le savoir, ce savoir-là, avec la faculté, avec l'université et tout, mes professeurs, que je m'incline devant eux. Mais le conte, c'est plutôt les gens avec lesquels j'ai grandi. Alors, il y a mes grands-mères, et tu sais combien j'en ai. J'ai eu la chance d'en avoir 4. Les gens ont 2 grands-mères, moi j'ai la chance d'en avoir 4. Et dans notre famille, c'est une famille qui ne lâche pas prise facilement. Ça veut dire à 99 ans, quand on meurt à 99 ans, on se dit « Oh, le pauvre, il n'a rien vu de sa vie ». On est des gens qui tiennent un petit peu le coup. Alors justement, j'ai eu la chance de connaître mon ami et copain Tal qui est là, me dit « C'est bizarre, tu connais des gens du 19e siècle ». J'ai côtoyé des gens du 19e siècle. C'est-à-dire, une de mes grand-mères, par exemple, elle est née en 1898. Alors, elle est morte en 1998. C'est-à-dire un siècle d'âge. Et quand on a autour de soi des gens comme ça, c'est vrai qu'on apprend des choses. Hein. Mais ces gens-là, ce n'étaient pas des gens d'un certain âge seulement, mais c'était des gens d'un certain âge qui étaient eux-mêmes des narrateurs à la traditionnelle. C'était des gens qui avaient ce don de vous raconter des histoires, vous accrocher à ces histoires et à vous faire rêver. Et c'est pas seulement dans ma famille seulement, mais aussi dans mon entourage, parce que j'ai fait mon primaire, l'école primaire, je l'ai fait chez les Frères de Sion, de Nantes. L'école n'existe plus malheureusement. Et je me rappelle par exemple un souvenir d'enfance. J'étais dans cette école-là dans le lointain 1967. Et un beau jour, je posais la question à Sœur Mesdames, notre directrice, la mère supérieure. Je lui dis, ma mère, mais pourquoi il pleut pendant l'été? Et il fait froid parfois enfin, il fait chaud, il y a du soleil pendant l'hiver. Elle m'a sorti une histoire. Elle m'a dit, écoute, le monde, c'est une maison. Et les 4 saisons, ce sont des locataires qui viennent chacun proprement. Mais en partant, par exemple l'hiver en partant, il oublie sa brosse à dents, ses souliers, un livre. Alors, quand il s'aperçoit, il revient dans cette maison, il frappe à la porte et il demande gentiment à la saison qui s'est installée pour lui passer l'oubli, la chose qu'il avait oubliée. Et là, imaginez un gamin de 4 ou 5 ans quand vous lui racontez cette histoire, et c'est la mère supérieure qui la racontait, hein, c'est ma mère, c'est la dame à laquelle j'avais un respect total. Alors j'ai commencé à imaginer cette maison, comment elle était, le printemps, comment elle était habillée, l'hiver, comment il marchait, et ainsi de suite. Et pour moi, l'hiver, c'est un vieillard qui marche très lentement, jusqu'à présent. J'ai l'âge de la mère supérieure actuellement, qui n'est plus, mais c'est vrai que pour moi, l'image que j'avais tracée de l'hiver, à ce moment-là, c'est un très vieux monsieur qui traîne en marchant. Ça y est, je ne peux plus l'effacer. Et c'est peut-être ça qui a donné que petit à petit, avec ces contes-là qu'on m'a raconté, que j'imaginais, que j'essayais de raconter moi-même aux cousins qui étaient plus jeunes que moi, ou bien les copains de l'école. Et par la suite, je suis tombé amoureux de l'histoire avec grand H, ça veut dire la science. Et j'ai trouvé que joindre l'utile à l'agréable, ça veut dire l'histoire en tant que matière, c'est une matière très lourde, indigeste. Ça veut dire quand on enseigne tel quel, ça veut dire scientifiquement, carré, c'est trop lourd, c'est quelque chose d'indigeste. Alors je me suis dit, pourquoi ne pas changer un petit peu, c'est-à-dire prendre l'histoire, les faits réels, essayer de les raconter autrement, en introduisant l'anecdote, peut-être l'anecdote historique. Ça veut dire, je ne dis pas de mensonge, mais je rajoute
des images. J'avance une petite histoire. Parlons par exemple de le monarque Hamoud Abecha qui avait régné en 1782-1814, qui avait perdu ses deux garçons, ses deux enfants de son vivant. Il était mort sans laisser de progéniture mâle. Alors, et en passant dans les livres d'histoire, on dit qu'il a circoncis ses deux enfants, ses deux garçons, à telle date. Alors, à ce moment-là, j'ouvre la parenthèse pour raconter comment ça se passait. Il se peut que c'est fantastique, c'est pas réel, c'est pas exactement ça. Les faits sont là. Il a vraiment circoncis ses enfants à cette date. Mais il raconte comment sa maman, la Mahbouba, ça a mis sa main dans la pâte, comment elle a amené une cuisinière juive pour l'aider à faire des repas, tout ça, toute une histoire. C'est du réel, mais ça reste. C'est l'anecdote qui fait que ça reste dans l'esprit. D'ailleurs, donc, vous avez parlé justement de cette tradition orale qui vous a été, de toutes ces contes et histoires qui vous ont été transmis par vos grands-mères. Et vous avez donné pas mal de conférences aussi sur la littérature orale au Maghreb et en Tunisie. Et est-ce que vous pensez que, justement, vous mettez l'accent sur justement cette tradition très forte de la littérature orale au Maghreb et particulièrement en Tunisie? Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre cette tradition orale qui d'ailleurs redevient à la mode? On l'a bien vu pendant la période du confinement. Est-ce qu'il pourrait y avoir un lien entre cette tradition orale très forte en Tunisie et peut-être, peut-être, est-ce que vous voyez des opportunités par rapport à la production de livres audio en Tunisie, un lien qui pourrait être aussi entre cette tradition orale très forte en Tunisie et les retombées pédagogiques que peuvent avoir ces livres audio? Certainement qu'un livre audio est bienvenu. Pourquoi? Parce que le temps, ça veut dire, même un livre écrit, on le reprend, on le récite. Et j'ai eu l'occasion pour l'Union des non-voyants, à un certain moment de ça, une quinzaine ou même une vingtaine d'années, j'ai participé à la bibliothèque audio. Ça veut dire qu'ils avaient leur siège avenue Bebenet. Il avait un siège et puis il avait un petit studio où j'avais participé à enregistrer. D'ailleurs, j'avais enregistré Al-Zaman de Cheikh Moulif, le livre d'histoire très important de l'époque du 19e siècle. Alors, justement, ce qu'il y a de plus dans ce qui est oral, dans le livre oral, c'est le temps. Ça veut dire quand on lit, on peut passer inaperçu sur certains parce qu'on le lit comme ça, d'une façon, je dirais, très plate. Mais la voix, quand on entend, alors dans la voix, il y a une tonalité. Alors que c'est grave quand on lit le mot et que c'est grave, il l'a tué. Alors déjà, avec le temps d'arrêt et tout, alors les gens, ça attire. Ou bien, elle était d'une beauté. Alors déjà, l'oral, c'est pas seulement que c'est oral, mais c'est le ton utilisé. C'est pour ça qu'il y a des gens qui réussissent là. Le ton utilisé, ça accroche les gens. Et c'est pour ça que je dis, c'est vrai que dans notre histoire, non pas seulement tunisienne, non pas seulement nord-africaine, mais je dirais africaine, parce que c'est la source. Dans l'Afrique en général, c'est le vieillard, le soir, qui est adossé contre un arbre auprès d'un feu, et puis il y a tout autour des gens. Voilà, absolument. Et les gens qui sont là à l'écouter raconter. Ça veut dire notre histoire est racontée. L'histoire de Jésus et les livres, par exemple, est toujours racontée oralement. Et ça, il y a le grand impact. C'est pour ça que
pour moi, c'est devenu à un certain moment mon cheval de bataille pour dire que le livre peut être, c'est pas seulement qu'il peut être divulgué encore plus que le livre matériel, qu'il vaut mieux avoir bien sûr, mais quand c'est en audio, ça devient beaucoup plus palpable, on le sent beaucoup plus. C'est parce que justement la tonalité qu'on utilise, vraiment, elle est très importante. Oui. Alors une dernière question. Vous êtes écouté par un public de tout âge. Vous êtes très apprécié, voilà, par tout le monde. Et en fait, Monsieur Robin Renucci disait tout à l'heure, l'oreille n'a pas de paupières. Et j'ai trouvé ça très intéressant et j'ai pensé tout de suite au choix qu'on devrait faire au choix de textes et de mots qu'on devrait faire et la vigilance qu'on devrait avoir par rapport au choix des mots et des textes, surtout pour les livres jeunesse, livres audio jeunesse. Alors quel conseil donneriez-vous aux éditeurs qui aimeraient se lancer dans la production de livres audio jeunesse? Alors, si on parle de production de livres audio, à mon sens, c'est une lame à double tranchant. Parce que d'un côté, on peut avoir un nouveau public très intéressant, mais faut-il bien le toucher, ce public-là, parce qu'en audio, tout le monde dans l'oreille, c'est-à-dire le livre, on y va vers le livre, ça veut dire on fait le choix, on l'achète et on le lit parce que même si peut-être on peut ne pas l'apprécier comme livre, je peux, mais j'ai des remarques sur un certain livre, mais quand même c'est un choix parce que c'est moi que je suis allé vers le livre, c'est moi que je suis allé vers l'auteur. Mais quand c'est oral, c'est l'oral, c'est lui qui est venu vers moi encore plus que autre chose. Alors, faut-il bien choisir, c'est vrai, les mots, le vocabulaire à utiliser. Alors, et c'est pas une censure, mais à mon sens, il faut savoir si on parle un langage, comment dirais-je, simple d'un côté et sympathique de l'autre. Je donne un exemple. Pourquoi si Abdelaziz Louabi, notre grand conteur tunisien, a percé? Pardon? La référence. Pourquoi il a percé? Pourquoi c'est Abdelaziz? Parce qu'il n'était pas l'unique à raconter des contes, même à la radio. À la radio et à la télé aussi. À la radio, par la suite à la télé. Mais au début, il a commencé à avoir son aura à la radio. Au même moment, il y avait des sommités qui bousculaient à c'est Hamoud Amali, le grand Hamoud Amali, faisait des contes aussi. Jamil El-Ourab avait un programme de contes aussi. C'est Tahar Khmili avait un programme de contes à la même période. Tahar Khmili, c'est une grande éminence internationale. C'est-à-dire, Tahar Khmili, c'est un professeur émérite dans plusieurs universités dans le monde à l'époque. Mais pourquoi a-t-il percé et est resté dans notre imaginaire? Pour la simple raison qu'il avait établi lui-même une règle du langage et du vocabulaire qu'il allait utiliser. C'est Abdelaziz Louabi a utilisé ce qu'on appelait à l'époque la troisième langue. C'est le dialecte tunisois, je dis bien tunisois, bien que lui il est du monastique, un dialecte tunisois avec l'accent tunisois, mais où il utilise quelquefois des termes et des mots en arabe littéraire. Et c'est ce qu'on appelait à l'époque, on a commencé à appeler depuis la troisième langue, c'est entre l'arabe littéraire et le dialecte. Et c'était un choix, c'était prémédité. Parce que justement, il voulait s'adresser à tout le monde, mais
ça veut dire plus à l'âge de l'enfant jusqu'à l'adulte, mais il a aussi pensé, il était clairvoyant, il a aussi pensé qu'il soit admis. À ce moment-là, ça veut dire dans les années 50, mais aussi qu'il allait durer dans le temps. Et il a duré dans le temps. Il a gagné le pari. Ça veut dire que tous les gens de son époque l'ont écouté, l'ont aimé, et cet amour-là est passé d'une génération à une autre. Il commence à être, et il continue à être aimé jusqu'à nos jours, et ce n'est autre que pour le choix de son vocabulaire et de sa manière de narration. Ses arrêts, c'est le temps qu'il utilisait, tout ça, c'est étudié. Ça ne vient pas du néant. D'ailleurs, à mon sens, Ablazaï devait être étudié. Un universitaire devait l'étudier sur ce volet-là, ce choix de la langue. Merci beaucoup, Serge Satalamé. Alors, Monsieur Christophe Rioux, alors, vous êtes écrivain, journaliste, enseignant-chercheur à Sciences Po, à la Sorbonne et dans plusieurs grandes écoles. Vous êtes chroniqueur sur France Culture, vous avez présenté l'émission Les Derniers de la Culture sur France 5 et écrit pour Lire Magazine Littéraire. C'était les deniers. La revue des études et pour le groupe Beaux-Arts. Donc vous êtes membre aussi de l'association justement de la Plume de Pan qui co-organise donc cette première édition du Salon du Livre Audio, du jury du Grand Prix du Livre Audio et administrateur de l'association Lecture Jeunesse. Vous êtes auteur de romans publiés chez Flammarion et vous avez récemment fait paraître Assigné à résidence dans la collection Tracts de crise des éditions Gallimard. Ma première question, c'est donc comme Serge Satalamé, vous avez plusieurs casquettes. Alors, en tant qu'enseignant-chercheur à Sciences Po Paris et membre de la Plume de Pan, donc vous allez lancer un centre de ressources sur l'audio dans lequel le livre audio sera présent. Alors, ma question, c'est en quoi ce centre de ressources va-t-il accompagner les projets pédagogiques autour du livre audio? Oui, alors peut-être je vais revenir, et bonjour à toutes et à tous, et merci pour votre invitation. Je vais peut-être revenir sur ce centre de ressources et sur la genèse de ce centre de ressources qui a été initié par la Plume de Pan. Je le rappelle, c'est une association, vous avez vu tout à l'heure Cécile Palusinski, sa présidente, c'est une association qui œuvre depuis plus de 10 ans pour le livre audio, à la fois dans ses dimensions sociales, éducatives, culturelles. Et l'idée, le point de départ, c'était de constater qu'il existe peu d'études réellement chiffrées. Alors, il y en a un certain nombre qui peuvent proposer des données, mais c'est souvent des données très spécifiques. Et là, l'idée, c'était d'apporter, au-delà d'études d'usage, où on nous explique où on écoute le livre audio, où on écoute l'audio en général, parce qu'on s'intéresse aussi au podcast et à toutes les formes de l'oralité. Le principe de ce centre de ressources, c'est d'essayer de comprendre comment on peut analyser le développement de l'audio. Ça se fait en partenariat avec Sciences Po Paris, où je suis, vous l'avez dit, enseignant-chercheur. Et Sciences Po Paris a une longue tradition de production d'études. On connaît bien Sciences Po Paris pour des études plutôt politiques. Mais là, savoir ce qui fait que l'audio aujourd'hui fascine les gens, il y a un vrai phénomène de société, en France comme à l'international. Le développement, l'engouement du podcast l'illustre, le livre audio et sa progression également. De manière plus générale, les créations avec des séries audio qui prouvent qu'aujourd'hui la saturation des écrans amène à ce que l'oralité et l'audio prennent une place significative. C'est un peu ce qui nous a incité à mettre en place avec la Plume de Pan ce centre de ressources. Avec un centre de ressources, je le précise, qui a une dimension internationale, et donc l'idée c'est de réfléchir à des enjeux liés à la francophonie, des enjeux qui sont liés au développement de l'audio sous toutes ses formes. Alors pas seulement économiquement, parce que certaines études sont très fléchées sur les enjeux économiques. La Plume de Pan, et c'est sa conviction depuis toujours, veut vraiment développer une réflexion sur les aspects sociaux, sur les aspects éducatifs, et donc la dimension pédagogique qui nous rassemble sur cette table ronde, les classes de FLE, culture, dont nous allons parler tout à l'heure,
tous ces enjeux-là, la francophonie, tous ces enjeux-là ont vocation à être analysés, décortiqués dans le cadre de ce centre de ressources. Et la Tunisie, je vous l'annonce, fera partie d'une de nos réflexions à venir, et de manière plus générale, la francophonie avec plus de 500 millions d'auditeurs potentiels, des réflexions qui sont assez fortes sur ces thématiques. Alors, vous êtes aussi journaliste pour Lire Magazine littéraire et pour France Culture. Alors, quelle est votre perception en tant que journaliste du livre audio à l'international et justement votre intérêt pour les projets qui se développent au sein de la francophonie? Oui, alors, c'est vrai que moi j'ai commencé comme enseignant-chercheur, c'est mon métier à l'origine. C'était le point de départ. Et en fait, j'en ai assez vite senti les limites. C'est-à-dire que l'enseignement, c'est fascinant. Enfin, pour moi, c'est une épine dorsale. Mais j'avais besoin aussi d'essayer de comprendre et d'aborder le réel avec un autre regard qui est celui alors, du chroniqueur, du journaliste, ça dépend un petit peu des casquettes que vous évoquiez tout à l'heure. Mais Lire Magazine littéraire m'a permis d'avoir une ouverture un peu à ce champ de l'audio, avec une des premières, et quasiment une des seules chroniques sur le livre audio. Il y en a très peu dans la presse, et ça c'est assez dommage, moi je le regrette vraiment. Je trouve qu'on devrait développer beaucoup plus une réflexion sur le livre audio, qui n'est pas un livre tout à fait comme les autres, qui est un livre augmenté, un livre enrichi. On doit aussi parler non seulement de son contenu, mais aussi de l'interprétation, de la voix. On en a magnifiquement parlé depuis tout à l'heure. Et donc je crois que tous ces aspects-là sont vraiment essentiels. Et la vision que j'en ai pour répondre à votre question, c'est l'incroyable vitalité du livre audio en France et à l'international, l'incroyable diversité, mais qui pourrait être, et j'en parlerai peut-être un peu plus loin, menacée par des mouvements plus complexes. La deuxième chose, c'est que je l'ai vu pendant le confinement. Sur France Culture, on a initié quelque chose, on a stoppé un certain nombre d'émissions de radio à cause du confinement, et on a créé une petite pastille quotidienne qui s'appelait Culture Maison. Le principe était simple, les gens étaient chez eux, coincés, confinés, et on leur proposait tous les jours une petite capsule culturelle. Et là où je suis très heureux, c'est que j'ai proposé une capsule culturelle sur un livre audio. C'était Le joueur d'échecs de Stefan Zweig, et ça a eu un retentissement incroyable, vraiment. Et donc sur les réseaux sociaux, ça a pris une ampleur folle. Et je crois qu'on peut l'analyser parce que ce que nous disent les auditeurs, c'est qu'ils ont eu le sentiment que le livre audio crée une sorte de bulle protectrice dans ce monde de pandémie, dans ce monde complexe. Et je crois que cette idée-là, il faut la garder en tête. Le livre audio crée quelque chose de particulier. Le livre lu, le livre augmenté, comme j'aime l'appeler. Quand je pense au livre audio, je pense à une image qui est l'image du pop-up. Vous savez, pour les livres pour enfants, un univers qui se déploie quand on l'ouvre. Mais moi, c'est ce que je ressens. Je trouve qu'un comédien qui interprète, une musique qui l'accompagne, pourquoi pas un plasticien qui simultanément dans un spectacle en format direct pourrait aussi apporter sa patte également à tout ça. C'est un ensemble d'éléments. La seule chose que je voudrais signaler, puisque vous me posez la question aussi de ma vision un petit peu à la fois en France et à l'international, c'est que je constate aussi quand même la montée en puissance d'acteurs qui aujourd'hui sont plutôt dans une logique qu'on appelle par exemple les GAFAM, qui ont compris l'intérêt de l'audio. Google, Apple, Facebook et les autres. Je vous signale que les plateformes de streaming aujourd'hui comme Spotify ou Deezer ont lancé les grandes manœuvres. Et donc cet écosystème aujourd'hui et sa diversité que je soulignais à l'instant en disant que moi elle m'avait beaucoup touché, et je trouve qu'en l'analysant régulièrement dans les pages de Lire Magazine littéraire, je le constate, c'est incroyable la vitalité du livre audio. Il ne faut pas qu'elle soit menacée par la montée en puissance de ceux que j'appellerais des majors. Et on le voit, on est en train d'assister comme dans tout le champ culturel, ça c'est pas du tout caractéristique et archétypale du champ de l'audio, ça touche tous les segments. On voit aujourd'hui une opposition entre, d'un côté, des acteurs qui sont des acteurs de type majors, qui ressemblent beaucoup à un effet qu'on appelle en économie l'effet Mathieu, à ceux qui ont beaucoup donné, on donnera plus encore, et puis de l'autre côté des indépendants. Et on voit que le danger, c'est le rouleau compresseur face à une indépendance qui a peut-être du mal à se maintenir. Voilà, ça c'est peut-être le constat, le point de vue que je dresserai, et puis effectivement beaucoup de développement à imaginer
dans les années qui viennent pour essayer de conserver cette diversité. Merci. Alors, dernière question. Alors, vous avez récemment fait paraître Assigné à résidence dans la collection Tract de crise des éditions Gallimard. Dans lequel le livre, la lecture et la culture ont une place centrale. Est-ce que vous pensez que le livre audio est un vecteur d'ouverture sociale? Oui, alors, il faut peut-être, merci de citer ce livre, qui est un livre en format court, peut-être contextualiser un peu. Gallimard a proposé à des auteurs de réagir pendant le confinement, pendant la crise du coronavirus, en tout cas dans sa première phase, de réagir à chaud. Un exercice assez particulier, et le principe, c'est que moi j'ai décidé de faire d'une médiathèque, et ça tombe bien par rapport à notre intitulé, de faire une médiathèque le personnage central de ce texte. Cette médiathèque, c'est la médiathèque des Mureaux, la ville où j'ai grandi, en zone urbaine sensible, en venant d'un milieu ouvrier. Et moi, je n'étais absolument pas destiné au livre, c'est-à-dire que le livre, pour moi, était un objet compliqué. Ce n'est pas du tout par le livre que j'ai pu, au début, accéder à la culture. Et quand je me replace un peu dans cette perspective, je me rends compte que tout ce qu'on tente de faire pour faire en sorte que les médiathèques s'ouvrent à des publics, je n'aime pas trop ce mot dit empêché, parce que je ne me sens pas vraiment empêché, je ne me suis jamais senti empêché, mais j'ai senti quand même que ces dimensions-là étaient présentes. Et donc le texte Assigné à résidence fait référence à la venue dans la médiathèque de mon enfance d'Emmanuel Macron, qui, à ces mots, en 2018, et dénonce l'insupportable assignation à résidence des banlieues. Et je l'ai pris au mot, et donc j'ai appelé mon texte Assigné à résidence parce qu'on a vécu un moment historique et terrible. C'est le moment où nous avons tous été assignés à résidence, mais dans ces banlieues françaises, et dans d'autres banlieues du monde entier, on est tous les jours assignés à résidence, notamment d'un point de vue culturel. Et ce que veut dire ce texte, avec la médiathèque qui est au cœur de ce texte, c'est que le livre, c'est dur, hein, le livre était très difficile d'accès. Je pense que le livre audio peut faciliter, favoriser l'accessibilité. Moi, je l'ai vécu. Je pense que si j'avais découvert le chemin que j'aurais eu jusqu'à la littérature aurait été plus facilité. Le livre audio offre des perspectives de démocratisation, d'ouverture sociale et d'accessibilité. Les livres changent la vie, ça j'en suis convaincu, et il a changé la mienne. Ils ont changé la mienne. Merci beaucoup, Monsieur Christophe Rioux. Donc on a en ligne, ça y est, Frédéric Jagu est connecté. Bonsoir. Bonsoir. Frédéric, est-ce que vous pouvez activer votre micro? Voilà. Bonsoir. Je le dis. Donc, moi, mes invités, je pense que c'est bon. Ils sont à l'autre bout de la Méditerranée. Bonsoir Frédéric Jagu, bonsoir Yvon Amar. Je commence par Frédéric Jagu pour le présenter. Là, on se rapproche un tout petit peu du réseau Alliance française, Institut français. Donc, le cercle du conte, le cercle du livre qui se rapproche. On est un tout petit peu dans un cercle, dans un théâtre latin, là, comme l'on est dans cette salle. Donc, si je résume un peu le CV de Frédéric Jagu, je dirais tout simplement le mot bibliothèque. Donc, bibliothèque, et puis il ne va pas échapper à culture-thèque, finalement. Donc, et pour faire le lien avec Sartre-Taramam tout à l'heure, la question du conte africain, là on est face à une CV qui commence en Afrique, en Centrafrique, au Bénin, à Johannesburg et puis à l'Institut français. Là, Frédéric Jagu s'occupe du développement du réseau et notamment de ce grand monde qui s'appelle Culture-Tech. Donc les gens de l'Institut français et Alliance française, ils sont vraiment à l'intérieur de Culture-Tech. Donc une première question, d'ordre général, est-ce que vous pouvez nous présenter Culture-Tech? Frédéric Jagu. Un problème de... Non. Oui, pardon, c'est vrai que j'ai plus. Est-ce que la question... Est-ce que vous le recevez? C'était une question. Est-ce que c'est ça la question? Alors, la question c'était de nous demander, de nous présenter Culture-Tech.
la plateforme Culture Tech. Ah, vous m'entendez du coup? Oui, oui. Ah, parce que voilà, j'ai eu un petit souci de connexion, j'ai été exclu, disons. Alors, la question c'est, est-ce que je peux vous en dire plus sur la plateforme Culture Tech, c'est ça? Oui. D'accord. Alors, simplement, la plateforme Culture Tech, c'est une bibliothèque numérique qui a été développée en 2012 par l'Institut français, d'après une idée originale, on va dire, de l'Institut français du Royaume-Uni, qui avait eu cette idée de lancer à la fois une bibliothèque numérique dans laquelle elle donnerait accès à son public à des documents numériques qui viennent de maisons d'édition ou en tout cas de producteurs, et à des documents qui auraient été produits par l'Institut français du Royaume-Uni. Donc à la base, on a une idée de départ qui est celle-là, une bibliothèque numérique, avec des objets qui sont produits pour le grand public enfin tout est pour le grand public, mais en fait en 2012, moi en arrivant à l'Institut français, on me demandait de travailler beaucoup sur le numérique et les bibliothèques, et l'idée ça a été de redéployer cette bibliothèque numérique et d'essayer de faire une bibliothèque numérique pour l'ensemble du réseau des médiathèques françaises à l'étranger. C'est un réseau que je suis depuis une dizaine d'années, qui comprend environ, on va dire, au moins 450 médiathèques de tailles extrêmement diverses. Et donc la bibliothèque numérique, elle a pour vocation de servir le public de ces 450 médiathèques dans le monde entier en documents, que ce soit du livre, de la vidéo, de la musique, du livre jeunesse, de la presse. Donc en fait, tout ce que vous pouvez trouver en document numérique. Voilà, l'idée c'était d'avoir un panel assez large pour toucher beaucoup de monde. Après, voilà, c'était une expérimentation. Il y a 10 ans, on ne savait pas trop, on ne savait même pas, j'avoue, négocier certains droits, que ce soit de notre côté ou du côté des éditeurs, pour mettre dans une plateforme numérique à destination du monde entier. Donc en 10 ans, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. Voilà, et puis c'est vrai qu'une des dernières évolutions, pour revenir peut-être plus au sujet qui nous intéresse aujourd'hui, c'est qu'effectivement, on a environ aujourd'hui 70 livres audio accessibles dans Culture Tech, dont certains ont des fiches pédagogiques. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en dise plus sur la plateforme. Oui, si ça va comme ça. justement, la place du livre audio, justement, dans le réseau Culture Tech, y a-t-il peut-être un projet de développement de ce choix-là, c'est-à-dire tout ce qui est livre audio, au-delà du livre numérique, des fiches pédagogiques qui sont là, y a-t-il peut-être une politique de généralisation, de développement de tout ce qui est livre audio sur la plateforme Culture Tech? Alors, c'est vrai que voilà, la plateforme Culture Tech aujourd'hui, elle est pilotée par un pôle à l'Institut français. Donc l'Institut français, c'est l'opérateur qui est en charge de la promotion de la culture française à l'étranger, pour simplifier. Et du coup, donc il y a plusieurs départements. Donc il y a un département livre, langue française et savoir. Et dans ce département, donc, on a donc la plateforme Culture Tech qui est au sein du pôle langue française. Avant, elle était aux médiathèques, elle est passée au pôle langue française. Et donc, on a à la fois le livre et la langue française, donc on est en charge de cette promotion-là. Et Culture Tech, elle est un peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'elle est à la croisée de l'outil, c'est à la fois l'outil qui va permettre d'apporter des contenus, mais c'est aussi un outil de valorisation d'auteurs, de promotion, etc. Donc ensuite, en termes de politique, c'est vrai que nous, derrière, on n'a pas un champ particulier, on essaye de soutenir, on a différentes opérations liées à différents festivals, la jeunesse, la musique, etc. Et sur le livre audio, mais on s'est rapproché il y a 2 ou 3 ans, mais aussi parce que c'est un phénomène, c'est ce que disait monsieur juste avant, c'est que c'est quand même un support qui se développe énormément, en médiathèque, mais pas que. Et du coup, je ne sais plus comment ça s'est passé, mais effectivement, la Plume de Pan nous a approchés et un partenariat est né. C'est vrai qu'on s'est dit, bah ouais, il y a un sujet là, et on va essayer de le promouvoir encore plus. Donc en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'on s'est associé à la Plume de Pan, et pour nous, ayant une plateforme numérique, une bibliothèque numérique, c'est vrai que le support livre audio, on a eu cette possibilité de le diffuser à plus grande échelle. Donc aujourd'hui, on peut se dire que 70 documents, je pense qu'il y a, je n'ai plus les chiffres exacts, mais je crois qu'on est sur 300 000 documents dans la plateforme, si on compte peut-être même plus, si on compte la musique, etc. Donc 70 documents, c'est pas forcément beaucoup, mais je crois que par rapport à ce qui est possible de mettre en ligne dans des bibliothèques grand public aujourd'hui numériques, c'est déjà pas mal. Donc il y a effectivement un gros travail, je pense, encore à faire auprès des éditeurs de livres audio pour pouvoir acquérir plus de livres et avoir
bibliothèque, je veux dire, plus fournie, mais c'était déjà pas mal, je pense. Et alors nous, depuis 2018, en fait, on est associé à la Pile de Caen, à la fois aux rencontres professionnelles autour du livre audio, la promotion du prix du public, et du coup, c'est de là, en fait, c'est de ce partenariat-là qu'est née vraiment la création de livres audio dans Culture Tech. Et ensuite, alors, pour promouvoir ces livres audio, en fait, à l'Institut français, on a mis en place une politique autour de ces livres audio et du Festival du livre audio. C'est-à-dire que je crois qu'en 3 ans, on a formé 45 agents dans le réseau. Alors, le réseau, c'est les instituts français, les alliances françaises. Donc, merci à l'Alliance française de l'Isère de m'avoir invité aujourd'hui. Mais du coup, en fait, on a formé à peu près 45 agents. C'était soit des agents de médiathèque, soit des profs de français pour utiliser pour soit faire la promotion du médium livre audio, soit l'utiliser en classe de français langue étrangère. Ça, c'est pour vos formations. On a aussi soutenu la programmation des postes en leur proposant de mettre en valeur et de valoriser leur action à l'international en créant alors sur le site du Festival du livre audio en ligne l'année dernière, on a créé une page qui va rester active où on peut voir la programmation internationale des postes. Je crois qu'en 2021, on a eu, c'était la première fois qu'on allait aussi loin, je pense, dans notre partenariat, et on a eu 23 pays qui ont participé, au moment du festival, qui ont réalisé des événements autour du livre audio. D'accord. Donc, une dernière question, juste par rapport à cette expérience africaine. Dans les ressources numériques que vous avez sur Culture Tech, y a-t-il peut-être une partie réservée à la francophonie dans sa version africaine, cette production littéraire venant d'Afrique, cette littérature orale? Y a-t-il un projet comme ça, par exemple, à mettre sur Culture Tech? Alors, aujourd'hui, c'est difficile de répondre à ça, mais d'une manière générale, il n'y a pas d'espace réservé à des zones géographiques ou des choses comme ça. Par contre, sur Culture Tech, la principale difficulté, en fait, c'est tout ce qui va être lié au droit. Donc en fait, après, les projets pour mettre des œuvres dans la plateforme, on peut en avoir avec des auteurs, avec des éditions de n'importe où, entre guillemets, j'ai envie de dire, de partout dans le monde. Mais à ce jour, c'est plus de trouver la formule qui fait qu'on ait le droit, en fait, de mettre ces livres dans la plateforme, pour les rendre accessibles au public dans son ensemble. Merci beaucoup pour cette vaste présentation de Culture Tech. Nous, on comprend ça comme une invitation à rentrer justement dans Culture Tech, à découvrir toutes ces ressources pédagogiques qui sont prêtes à être utilisées tout de suite. Je passe à Yvan Amar. Bonsoir encore une fois. Bonsoir, tout va bien, vous m'entendez bien? Oui, on vous reçoit très bien. Merci d'avoir accepté cette invitation. Alors, Yvan Amar, nous on l'a connu dans de petites chroniques sur la radio tunisienne, qui sont le fruit d'un partenariat avec Radio France. Donc Yvan Amar, producteur à Radio France et surtout fondateur de la danse des mots. Au cours de ces 2 journées, on a parlé des mots qui comptent. On peut même penser à des mots qui chantent, mais là, des mots qui dansent, c'est Yvan Amar. Donc, est-ce que vous pouvez nous parler de ces danses, de ces mots qui dansent, justement? Écoutez, bien volontiers. Merci déjà de m'accueillir dans votre réunion. J'aurais beaucoup préféré être avec vous à Niger, mais c'est pas possible. À Tunis. À Tunis, pardon. La prochaine fois, j'espère bien que je pourrai y être en chair et en os. Le progrès me permet de vous voir, de vous entendre et de vous faire entendre. Donc, la danse des mots, en effet, ça a été pendant longtemps un magazine quotidien d'une demi-heure qui était présenté sur l'antenne de RFI. Il se trouve que ce magazine a duré pendant 19 ans et quelques, pas 20 ans mais presque, qui s'est arrêté et que j'ai décidé de continuer à le faire vivre de façon un petit peu différente et que donc j'ai monté un podcast qui a gardé ce nom, La danse des mots, et qui parle non pas exactement, disons, de didactisation de livres audio,
mais plus de didactisation audio du livre, si vous voulez. C'est-à-dire qu'il s'agit d'entrevues, d'entretiens, d'interviews, pour employer l'anglicisme, parce que, à force, c'est quelque chose que je sais faire, parce que j'en fais depuis 40 ans, soit français, le plus souvent d'ailleurs non français, d'origine non française, mais ayant choisi la langue française pour s'exprimer. Et l'une des choses principales qui m'intéresse là-dedans, c'est de montrer d'abord l'intérêt que j'ai pour ces livres, de quoi ils parlent, mais surtout comment ils sont écrits. C'est-à-dire que mon entretien, il vise essentiellement des questions du genre comment vous débrouillez-vous avec la langue française? Comment cette langue devient votre langue? Comment cette langue devient une langue d'écriture? Comment il y a ce paradoxe qui consiste à faire d'une langue qui est un bien commun partagé par un certain nombre de dizaines de millions de locuteurs, quelque chose qui est à vous, qui a votre sceau, qui a votre style, qui a votre personnalité. Qu'est-ce qui se passe dans cette alchimie? C'est-à-dire comment quelqu'un qui a accès à une langue, qui est un bien commun, en fait un bien personnel, et en retour le fait partager aux autres. Parce que d'une certaine façon, on est un peu au cœur de la littérature. Je me souviens on m'a rarement fait des compliments, et la plupart du temps ça me flatte. Je me souviens d'un jour, j'avais reçu un auteur, et je lui avais dit, je suis désolé, ça ne sera pas une interview extrêmement littéraire, je m'occupe de la langue française. Ça sera une interview sur la langue. Si on fait l'ancien, ça marche bien, etc. Et puis, il peut faire un sourire en tout temps, en me disant, vous savez, j'ai jamais fait une entrevue aussi littéraire que celle-là. Donc, je suis un peu confus de vous faire part de ça, parce que tu me parles de flatterie qui entre en jeu. Mais j'étais très content parce que je m'étais dit, tiens là, pour une fois, j'ai réussi mon coup. Mon coup, c'est-à-dire essayer de faire comme une visite d'atelier. Quelles sont vos couleurs, quels sont vos pinceaux, quels sont vos instruments, comment vous débrouillez pour écrire des livres, le tout à destination de gens qui apprennent le français, ou même, de façon plus précise, à destination de gens qui eux-mêmes veulent être des profs de français. C'est-à-dire que ce podcast, qui s'appelle La danse des mots, est d'abord, même si ça peut s'élargir, destiné à des profs de profs, à des gens qui sont formateurs de futurs profs de fleuve. Les profs de fleuve, vous savez comme moi, peut-être mieux, se forment à distance. Ça a été nettement amplifié par la crise sanitaire, mais c'était déjà le cas avant. On vit en Argentine, au Brésil, en Tunisie, en Afrique subsaharienne, etc. On trouve le français langue étrangère, on a des profs sur place, mais de temps en temps, on a des profs qui vivent sur un autre continent, dans d'autres pays. En France parfois, mais parfois ailleurs. Donc, on utilise l'écran pour se former. Les profs de profs, ils ont besoin d'outils pédagogiques. Ils en ont un qui marche, mais ils ont besoin d'outils qui traitent de la littérature. Et il n'y en a pas tant que ça. Et bien entendu, les gens qui se destinent à être profs de français et qui n'habitent pas la France sont intéressés par la littérature. Une autre littérature de gens qui leur ressemblent, c'est-à-dire des gens qui utilisent la langue française, mais qui ne sont pas français d'origine. Donc il y a un appétit pour la littérature francophone, et il me semble que cette littérature, même si elle est de plus en plus connue, elle n'est pas assez documentée. Et je me suis dit, il se trouve que voilà, depuis plus de 20 ans, je fréquente des écrivophones ici en France, il est pas mal, je vais utiliser ça pour donner un outil pédagogique à une fréquence régulière, tous les 15 jours, qui est relayé, mis en avant, comme on dit, par CultureTech, à qui je tire mon chapeau. Je vais remercier en passant d'avoir donné justement sur ce petit portrait de CultureTech, et qui donc donne un petit jalon sur ce que c'est que la culture francophone et comment la littérature francophone se construit, comment elle prend essence. Alors, de façon très concrète, il s'agit d'un podcast qui fait entre 16 et 20 minutes, mais vous savez comme moi que quand on est prof, on ne va pas utiliser un docu pour 20 minutes. C'est complètement idiot, ça ne sert à rien, ça a marché une fois, mais pas après. Donc il est segmenté en petits fragments qui font en gros 1 minute 30 et qui sont marqués par un petit son de jingle qui fait qu'on va pouvoir utiliser les tout petits fragments sonores, les faire écouter à ses étudiants, les faire réfléchir, etc. Il y a quelques photos pour améliorer la chose, mais il y a également une fiche pédagogique relativement nourrie qui accompagne, parce que
écrivain sur un livre, sur un roman qui en général est l'idée qu'il a fait. Alors pour prendre les quelques dernières productions que j'ai faites en ligne, il y a une interview d'Armand Gauze qui est ivoirien, une de qui se fait appeler Capitaine Alexandre du Slam, mais qu'on appelle aussi Marc Alébandé, un roman qui est franco-camerounais. Il y a Rukiata Ouedraogo qui est au B, Metin Arditi qui est suisse mais d'origine turque et qui écrit en français. Et parfois, il y a d'autres écrivains, parfois quelques linguistes. Par exemple, il y a il y a eu un petit bouquin très clair sur les usages de tu et du vous dans la langue française. Donc j'ai interviewé là-dessus Jean Pruvot, qui est un linguiste, qui a fait un livre récemment sur tout le peuple. Autre, j'ai vu Vénus Correa, qui est une rentière et poétesse, qui est une fille d'origine libanaise, une fille qui a passé les 80 maintenant, mais comme je la connais depuis longtemps, je peux dire que c'était une 80, qui parle justement de façon d'écrire, en sachant qu'elle s'adresse à des gens qui apprennent le français pour ensuite essayer à l'enseigner. Alors voilà, je peux toujours vous donner la www.ladansedescachés.fr. Et en plus de ça, comme vous le disiez tout à l'heure de façon très aimable, je continue à faire une chronique quotidienne sur les ondes des RFI qui sont reprises par un certain nombre de radios partenaires, dont des radios tunisiennes. Et cette petite chronique de 3 minutes tous les jours s'appelle le mot de la clé. Voilà. Oui, c'est ça justement. Donc la force de la danse des mots, ce n'est pas leur seule capacité à danser, mais c'est la diversité aussi. C'est la diversité des écrivains que vous interviewez et qui vous racontent leur processus d'appropriation de la langue française. Oui, exactement. C'est la diversité des trajectoires, des parcours de ces écrivains. C'est la diversité des imaginaires qu'ils vont manier, et c'est aussi la diversité des langues. Parce que quelqu'un qui est originaire du Congo-Brazzaville ne va pas forcément parler comme quelqu'un qui est originaire de la Louisiane, ou de Saint-Pierre-et-Miquelon, ou du Maghreb, etc. Donc, on a des langues qui sont un petit peu différentes, et très souvent, c'est aussi une des choses qui, moi, me passionne, c'est la façon dont, en sous-sol de cette langue française, on a une ou même plusieurs langues d'origine. Langue maternelle, langue paternelle, langue de... Il y a quelques semaines, j'ai interrogé Mohamed Bougarsar. Il se trouve que depuis, il a eu le Goncourt. Donc, j'étais très content de l'interroger. Il n'avait pas encore le Goncourt, mais j'avais bien aimé son dernier livre. Et puis, il se trouve que j'avais lu les 3 précédents et que j'avais interrogé sur les 3 précédents. Donc on se connaissait pas intimement, je ne peux pas dire que c'est un copain, mais quand même, chaque fois qu'on s'est vu, on parle de choses intéressantes pour lui et pour moi, c'est-à-dire qu'on parle de ses livres, on ne parle pas de la pluie et du beau temps. Ce qui fait que quand il est venu me parler de son dernier livre, il savait que j'étais quand même familier de son univers et de ce qui l'intéresse. Eh bien lui, sa première langue c'est le sérère, il est donc sénégalais, hein. Sa première langue c'est le sérère, sa deuxième langue c'est le wolof, sa troisième langue, qui est sa langue d'école, qui est sa langue de pensée abstraite, pour reprendre ces mots, c'est le français. Alors, d'abord, c'est l'itinéraire linguistique de Senghor, c'est pas rien. Mais ensuite, ça permet de lui demander, et ça lui permet de dire comment, d'une certaine façon, le sérère, de façon incidente, est présent dans son français. Comment le wolof est présent. Dans une certaine syntaxe, dans une façon d'assembler les mots, dans un proverbe, dans une image. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui ressurgit, qui rejaillit et qui travaille de façon sourde, de façon souterraine, sa façon de s'exprimer en français. Et ça, c'est quelque chose qui est très différent pour un Sénégalais comme Sarr, pour une Burkinabé comme Rukiata ou Ouedraogo, ou pour, il y a une dizaine de jours, il se trouve que j'étais au Nouveau-Brunswick, donc sur la côte est canadienne, il y avait un festival de slam, j'ai fait bien sûr un podcast sur les slameurs. Les slameurs francophones du Canada n'ont pas le même imaginaire, ni le même inconscient linguistique
ni la même histoire linguistique que quelqu'un qui, comme moi, est né à Paris, vous voyez. Et ça m'intéresse de le creuser, de en faire parler, parce que je trouve que ce n'est pas assez fait et que c'est extrêmement utile pour des gens qui veulent enseigner le français. Parce qu'on voit justement les différentes constructions possibles d'une même langue. C'est la même langue, plus ou moins au sommet, entre francophones, on comprend à peu près tous, mais on vient d'ailleurs. Et cet ailleurs se fait sentir et se fait entendre. Voilà. Tout à fait. Donc, est-ce que vous êtes d'accord avec moi que si on laisse la langue dans des livres, comme ça, sans la faire passer par la voix, on va avoir une langue unifiée, et puis si on lui donne le voix au sens de la thématique du salon du livre audio, cette langue française, elle prend de la couleur un peu en France, elle se maghrébinise au Maghreb, s'africanise en Afrique, se canadianise au Nouveau-Brunswick. Est-ce que vous êtes d'accord que le français c'est une langue non seulement à plusieurs voix? Ouais, peut-être pas complètement, parce que je crois que même dans les livres... Pardon, juste, ça va peut-être... Je suis très d'accord avec vous, parce que bien entendu, et comme j'ai 40 ans de radio derrière moi, bien entendu, je suis très sensible à ce que c'est que l'oralité, que l'accent, que l'allure même. Il y a des gens qui parlent plus ou moins vite, il y a des façons de parler plus haut ou plus bas qui font la chair même de la langue, et que c'est avec cette chair de la langue qu'on aime la langue et qu'on aime ce qu'elle permet de dire et de penser. Donc, merci beaucoup, parce que ça va couper, nous sommes contraints par la technique. Donc, si ça coupe, on va vous envoyer un deuxième lien sur lequel vous pouvez vous D'accord, vous reconnecter. n'entendez pas très bien? C'est déjà envoyé, je crois. Moi, je suis quelqu'un qui est plus, peut-être là, pas là, enfin, je fais de la technique. Je suis pas très fort en technologie, mais j'essaye. Donc, je renvoie la parole au public. S'il y a des questions à poser, que ce soit à nos invités qui sont ici ou bien à nos invités à distance. Alors, vous, parce qu'il y a le problème de la technique, votre mot de la fin, vos recommandations, est-ce qu'on continue sur l'audio, on revient sur le papier, ou bien on se met à culture tech et puis on danse avec les mots? Quelles sont vos recommandations? Écoutez, tout ce que vous venez de dire me convient parfaitement, c'est-à-dire que rien n'est exclusif de l'autre. Moi, je suis tout à fait pour la parole. Je suis plus un homme de l'oreille qu'un homme de l'œil. J'ai des lunettes, je ne vois pas très bien. J'ai confiance en mon oreille, j'aime écouter, j'aime parler. Ça ne m'empêche pas de lire. Et quand on lit, ce qui est formidable, c'est que justement, on n'oralise pas, parce qu'on automatise la compréhension, l'intelligence qu'on a du texte. Mais ça n'empêche pas, de temps en temps, quand on aime une phrase, quand on lit un poème, de s'arrêter et de le lire tout haut. On voit tout de suite que la vitesse n'est pas la même. On prend son temps. Quand on lit tout haut, on prend son temps et on laisse la phrase se dérouler. Et on laisse le temps de la phrase prendre le temps sur le tempo de la lecture. Donc il faut les deux, mais il faut surtout, je suis très content que la radio soit un média qui ne soit pas sur le déclin. Pas du tout. On aurait pu le croire, il y a 20 ou 30 ans. Hein. Pas du tout. Les gens écoutent de plus en plus la radio, même si on n'a pas des écrans, même si on a de l'image. La radio, c'est très important parce que ça permet d'écouter, de réfléchir, les yeux fermés plus ou moins, ou en tout cas en ne bloquant pas l'imaginaire. Quand on a un écran, ça bloque un peu l'imaginaire. C'est pour ça que la voix, que les livres enregistrés, que les auteurs même qui lisent leurs livres, certains ne lisent pas très très bien. Et c'est toujours intéressant de faire lire un auteur, même si c'est pour un petit paragraphe. Merci beaucoup. Alors, ça en une phrase, peut-être le mot de la fin. Tout simplement, je dirais que ça marche pas. Je dirais que justement, on peut, enfin bien sûr, le livre audio, c'est extraordinaire, mais ça ne peut pas prendre la place d'un livre, je ne sais pas qui. Chacun a son charme. À mon sens, l'image que j'ai, le livre en papier est personnel. Le livre audio est d'une communauté. Ça veut dire, on ne peut lire un livre et partager. On ne peut lire un livre que individuellement. Mais un livre audio, on peut l'écouter ensemble. Et
et ça crée un lien, un charme très spécial et unique. C'est ça, pour moi, chacun a sa place dans la vie d'une personne qui aime lire, qui aime la lecture. Christophe, pardon, une question pour Christophe. Pour revenir à la rencontre Zoom, est-ce que d'ici l'année prochaine, on aura trouvé la terminologie pour nommer une petite vidéo qui raconte quelque chose? Est-ce qu'on pourrait appeler ça un podcast? Parce que lui, il est spécialiste de podcast. Vous y tenez, hein. Alors c'est vrai que les Québécois ont inventé le balado, qui est une sorte d'objet un peu un ovni. Le balado, qui est c'est très beau, le balado, c'est magnifique. Le balado, qui est une sorte d'hybride, justement, on le disait tout à l'heure. Il y a une hybridation qui est en œuvre, le podcast, les livres audio qui ont tendance à se rapprocher, à avoir des terrains d'échange. Mais peut-être pour donner ce mot de la fin et tenter d'apporter une conclusion, moi j'aimerais, il y a un truc qui me fascine, que j'ai envie de partager avec vous, c'est que on vient de parler de podcast. Regardez ce qui se passe aujourd'hui. Avec ces déploiements autour de l'audio, de ce qu'on appelle l'audio digital aujourd'hui, avec les enceintes connectées, avec les voitures autonomes qui deviendront bientôt des lieux où on écoutera de plus en plus des choses, c'est incroyable de se dire que finalement tout ce déploiement technologique, c'est pour revenir à ce qu'il y a de plus archaïque en nous, c'est-à-dire de revenir à la voix. Et ça, pour moi, c'est un sujet de fascination, c'est-à-dire que tout ça pour ça, parfois. Mais on a fait des détours énormes, on est passé par des technologies, on a inventé des millions de choses pour en revenir à ce qu'il y a de plus archaïque en nous. Je vous signale, vous le savez, que nous sommes plus de 7 milliards sur cette vieille planète et que nous avons tous une voix unique. Ce sont nos empreintes digitales. Et pour moi, si vous me permettez ce jeu de mots, je dirais que le livre audio, c'est la voix royale. La voix royale. Alors, s'il y a des questions... Peut-être à Frédéric, là-dessus. Oui. Frédéric Jagulette. Frédéric, qui est revenu. Sans mot de la fin, oui. Voilà, que dire après la voix royale, c'est pas Justement. qu'elle soit précédée peut-être par la voix de la sagesse. Non, mais la conclusion m'allait très bien. Si ce n'est qu'effectivement, là, on est vraiment dans une phase de développement et de deux médias, enfin, entre le podcast et le livre audio qui interagissent beaucoup. Le retour de la voix, je trouve ça effectivement très, très intéressant. Mais le retour de la voix qui ne serait peut-être pas possible sans toute la technologie qui permet de la transporter et de l'emmener plus loin, de l'emmener ailleurs, ce qui n'était pas le cas auparavant. Et en fait, j'imagine que pour se passer des connaissances, on a dû passer par l'écrit, c'est-à-dire mettre à l'écrit ce qu'on disait à l'oral, et finalement, aujourd'hui, on peut se le retransmettre à l'oral via les podcasts. Donc c'est vrai. Et tout ça pour ça, mais il ne faut pas négliger le chemin qui a été fait entre les deux. Entre de la voix à la voix. Voilà. Merci beaucoup. Alors, retour... Des questions peut-être. Enfin, on a tout dit, en fait, je pense. On a tout dit. Tu vois, c'est ça. Ouais. Forcément. Non, ce que j'ai retenu, c'est qu'il y a des auteurs qui ne doivent pas parler. Faut payer après. En plus, c'est pas le cas. Bonjour à tous, merci infiniment pour l'invitation, merci infiniment pour ce salon. Il y a à peine une année, on était sur une formation à distance avec l'IFT sur le livre audio et j'avais découvert dans les participants, bon, ça sonnait tunisien, et après on a fait connaissance et jamais ne m'était venu à l'idée que dans à peine quelques mois, on serait dans un salon à la Bibliothèque nationale, salon du livre audio en Tunisie. Moi je dis bravo, moi je dis un grand bravo à l'Alliance française de Tunisie, à l'Alliance, toutes les alliances françaises qui sont présentes ici, un grand bravo pour ce que vous avez fait. Je pense qu'il fallait commencer, vous avez osé le faire, je pense que vous êtes bien entouré, donc la Plume de Temps, l'Institut français aussi. Je tenais à vous dire bravo pour le travail accompli, bravo pour tous les invités de marque que vous avez pu attirer vers cette cérémonie, ce salon. Bonne continuation. Moi, je tiens à sortir la casquette d'Insti, parce que c'est ce qui m'intéresse le plus aussi dans ma venue cet après-midi. Et pour parler un peu réalité du pays, réalité du français dans le pays,
on est quand même de plus en plus dans cette sécheresse, dans cette pauvreté d'imprégnation, dans cette langue qui commence à être souvent pas très bien prononcée, pas très bien parlée, pas suffisamment véhiculée par les jeunes, comme pour les moins jeunes, voire même pour certains milieux professionnels qui étaient reconnus pour une excellente maîtrise du français. Et je pense que parmi les atouts que donne le livre audio, c'est de permettre à l'infini aux étudiants, toute autonomie, aux jeunes comme aux moins jeunes, une imprégnation réelle, efficace, avec les nouvelles technologies, de faire en sorte que cette imprégnation se fasse avec le plaisir qui se doit aussi. C'est quand même quelque chose de très important en termes d'apprentissage de la langue, pour qu'elle devienne, ça c'est pour vous, d'accord, donc pour que cette langue soit moins étrangère, on va dire. Donc ça c'est très bien. Après, une lecture n'est jamais elle est personnelle, mais un livre audio aussi, même si on l'écoute ensemble, il y a tout le temps, vous parliez tout à l'heure d'Artaz Laoui, mais ce qui faisait en sorte que ce personnage est resté immortel et que son expérience dans l'audio elle est restée aussi, c'est que Artaz Laoui faisait en sorte que l'imaginaire de chacun soit déployé à sa manière, soit déployé avec sa personne, et il savait trouver les images, les mots qui faisaient en sorte que un imaginaire personnel se déployait après chaque audition. Et je pense que le livre audio pourrait ou devrait apporter cet imaginaire personnel et le favoriser dans un certain confort qu'offre la technologie, qu'offre le plaisir d'être là et d'écouter, d'être en contact direct avec une personne qui parle. Voilà. Encore merci pour l'invitation, bravo pour le travail accompli, bonne continuation et au prochain salon, bien sûr. Juste un petit détail à la fin, peut-être une petite recommandation ou plus une petite invitation à voir ce que le livre audio pourrait nous offrir, nous, enseignants de FLE, justement. Le livre audio, c'est un outil, enfin la voix, c'est un outil de dramatisation dans le sens de la théâtralité, et c'est un outil de dédramatisation dans le sens de le fait de dédramatiser le rapport à la langue française. C'est une langue, on l'appréhende souvent comme à travers sa musicalité. Elle est ou bien difficile ou bien facile. Donc si on a des livres audio en classe de FLE, ça va avoir cet apport de correction phonétique, de phonétique corrective, voire d'orthoépie qui accompagnera à la fois nos instituteurs, nos professeurs de FLE, et du coup, donc ça va rajouter, uniformiser un petit peu, je veux dire, mais favoriser cette imprégnation, cet amour de la langue par le fait de l'écouter. Voilà, l'écoute plaisir. Voilà. Et dans les Alliances françaises de Tunisie, il y a eu cette expérience de didactisation du livre audio. Donc ça a commencé justement avec l'association La Plume de Ban, en partenariat avec l'association La Plume de Ban. Donc il y avait une expérimentation pilote dans les Alliances françaises, donc Isère, Canon et Gafsa. Et puis, c'est comme ça que l'aventure justement a commencé. Donc il y a aussi des enseignantes tunisiennes d'ailleurs qui sont là, qui ont travaillé sur des fiches pédagogiques, la didactisation du livre audio en lice pour le prix du livre audio, qui sont justement sur Culture Tech. Donc voilà, il y a une expérience, une petite expérience tunisienne donc autour de la didactisation du livre audio. Oui, merci. Moi, je ne saurais pas parler comme vous, donc du livre audio. Vous êtes beaucoup plus connaissant que moi. Moi, je ne dis pas que je découvre, mais disons, j'apprends, j'ai appris des choses au cours de ce salon, au cours de cette table ronde que vous avez tenue et merveilleusement animée. Moi, je voudrais lancer un appel aux autorités tunisiennes, parce que effectivement, le livre audio, à mon avis, a une grande place en Tunisie. Et cet appel, je ne sais pas si se dirigera vers la ministre de la Culture, aujourd'hui c'est le ministre de la Culture, ou le ministre de l'Éducation, mais en tous les cas, il faudra
faire en sorte que nous puissions aider les éditeurs, les écrivains, les imprimeurs à demander des facilitations pour promouvoir ce livre audio en Tunisie, qui à mon avis ne tient pas encore sa véritable place. Et le livre audio nous permet de revenir un petit peu à notre histoire. L'histoire se transmettait par la voix, ensuite elle s'est transmise par l'écrit pour des raisons de communauté, parce qu'on ne pouvait pas aller très loin avec la voix, alors qu'avec l'écrit on pouvait le conserver et le transporter. Maintenant avec les moyens de communication, comme disait notre ami, l'audio maintenant a beaucoup plus de possibilités d'aller loin. Voilà, et merci encore une fois à tous ceux qui sont déplacés, qui ont animé ces débats. Et à la prochaine, j'espère. Merci. Khamla. Juste pour dire, parce que on m'a beaucoup reproché, depuis que j'ai fait l'audiobook, on me reproche toujours la francophonie, donc l'arabophonie, tout un tas de mots, mais on m'a beaucoup reproché durant les 2 tournées promotionnelles que j'ai faites après l'audiobook, la mort, on me disait toujours c'est la mort du livre papier. On me parle toujours de ça, on répète ça constamment, c'est la mort du livre papier, c'est la mort du livre tel qu'on le connaît, tel qu'on l'aime. Pour moi, ça n'a jamais été le cas. Ce n'est pas une question de commercialisation, je ne suis pas éditeur, je ne suis pas dans le gain matériel de la chose. Pour moi, c'est une toute autre expérience. Alors, il est expérimenté différemment le livre. À l'audio ou à la lecture papier, c'est presque une expérience différente avec la même histoire. Pour moi, à la production, ça a été presque une redécouverte du roman. J'ai aimé ça, artistiquement on va parler. C'était une redécouverte. Et pour mes lecteurs, pareil, ça a été une redécouverte du livre, pour ceux qui l'ont lu. Pour moi, ça a été une retrouvaille avec ma mission principale en tant qu'auteur. Moi, je suis storyteller, conteuse. Je suis une conteuse d'histoire. Donc, pour moi, c'était presque retrouver ma mission principale. Même si ce n'est pas raconté par ma propre voix. L'entendre, je crois qu'entendre un roman que j'ai écrit, raconter vocalement, ça retrouve un petit peu son origine. C'est comme ça que ça devrait être fait. Nous sommes tous des storytellers, tout artiste, qu'ils soient cinéastes, musiciens ou auteurs, nous sommes des raconteurs d'histoire. Donc pour moi, ce n'est pas la mort du livre papier. Le livre n'est pas un livre en fonction de son format. Un livre est un livre, une histoire, c'est ça. Un livre est une histoire. Alors maintenant, après son format, ça dépend de l'époque, de l'ère et de la manière de le faire. Mais pour moi, ça n'a jamais été la mort du livre papier, c'est la redécouverte de l'histoire, c'est une nouvelle vie pour la story, l'histoire qu'on raconte. Voilà. Et merci pour le salon. Le livre ne mourra jamais. Comment la chose qui nous fait vivre 2 fois ne va-t-elle mourir? Non, je ne pense pas. Le livre va vivre. Une histoire. Oui, une histoire est une histoire. C'est-à-dire qu'au contraire, pour moi, c'est presque la garantie de son côté éternel. De l'éternité du livre. Il ne peut pas mourir tant que sa forme est renouvelée constamment. Je te disais, autant de lecteurs, autant de livres. C'est-à-dire que ton livre, il va se multiplier. Ceux qui le racontent, J'aimerais bien compléter un petit peu. Effectivement, le livre, ce qui est assez incroyable dans son histoire, quand on regarde la grande histoire du livre, c'est qu'il a survécu à tout, il s'est transformé. À un moment, on parlait des risques et des dangers du numérique. Mais en fait, il est passé des codex au volumen. Enfin, quand vous regardez la grande histoire du livre, telle qu'elle est pensée, ce sont des mutations permanentes. Et ce que je trouve incroyable, et vous l'avez très bien dit, c'est qu'un livre audio, ça n'est pas un sous-livre. Un livre audio, c'est un livre augmenté. Moi, je tiens beaucoup à cette idée. Un livre enrichi, c'est une autre expérience littéraire, c'est une forme nouvelle. Et là encore, tout à l'heure, j'ai évoqué la technologie. Attention, je ne suis pas contre ces développements, je trouve qu'ils sont extrêmement intéressants, mais je suis fasciné par ce paradoxe, qui est un des paradoxes de nos vies, c'est que finalement, on en revient à des choses très archaïques après ce détour technologique. C'est pour moi quelque chose de fascinant, et le livre audio est au cœur de tout ça, parce que le livre audio sert le texte, il lui donne
une épaisseur, des tonalités, une variété, et c'est ça la richesse de l'interprétation. Donc voilà, le livre audio, c'est vraiment un livre augmenté avec beaucoup de potentialité. Juste parce que la phrase qui vient d'être dite résume tout, hein, tout ça pour ça. Mais il y avait quelqu'un qui nous a dit quelque chose que maintenant on commence à comprendre avec ce type de technologie, c'est que parle pour mieux te voir. Donc le livre aussi, ça nous amène l'audio, ça nous amène également à réfléchir tout en ayant les yeux fermés. Donc c'est une manière aussi de pousser l'imaginaire et de construire un petit peu ce qu'on appelle et d'étouffer et de travailler nos systèmes de perception et de représentation. Et qui nous permet un petit peu de ne pas être le sujet ou l'objet de l'image qui est aussi construite, qui risque aussi de freiner notre manière de raisonner. Donc bravo en tous les cas pour ce premier salon. Nous sommes bien sûr en tant qu'Alliance française de Québec, avec nos amis, l'ensemble des alliances françaises, nous soutenons à fond. Et pour les prochains salons, certainement. Et on va encore le travailler encore de chaque année de mieux en mieux. Et merci pour tous les organisatrices, les organisateurs et l'ensemble des personnels aussi qui a donné de son temps, de son énergie. Et merci aux présents, à ceux qui étaient parmi nous, les invités. Et je vous dis à bientôt. Merci. Merci Sina Ghezi. On va prendre une dernière question. شكرا. محمد رضا البقلوطي مدير تحرير الصحيفة الإلكترونية لحظة بلحظة. كيف عام؟ محمد رضا البقلوطي مدير تحرير الصحيفة الإلكترونية لحظة بلحظة. كيف عام مركز المواطنة والديمقراطية. طبعا مع الثناء على المجهود هذه وعلى الموضوع هذايا لدي بعض الملاحظات. الكتاب المسموع في الحقيقة هي تجربة ليست جديدة، لأنه تقريبا منذ 20 سنة كان عندي حصة في الإذاعة وهي حياة مدرسية، فكانت من بين فقراتها يعني قراءة نص بتاع كتاب ملخص بصوت التلميذ وكان يسجل على الكاسيت. التجربة هذه ربما ما توصلتش، لكن شنو ما نقولش الانعكاسات اما الفائده. هو توا وقت الحاضر لم نلقاوش يقراو برشا الحاجه المكتوبه، فاعتماد لربما الشيء السمعي يكون نافع، لكن هذا ما يمنعش اللي دائما اذا كان لجانب التكوين ماذا يكون عن طريق الشيء المكتوب، لأنه هو الشيء المكتوب هو يكون الثابت، لأن ولو أنه الاستماع عنده تأثير، لكن شو نقول لازم التكامل بين المكتوب والمسموع مع الشكر. Donc, c'est Mohamed qu'il avait une expérience, que lui, il avait une expérience à la radio fondée sur le fait de résumer des textes et de les faire lire par des élèves, et que cette expérience a donné son fruit. Donc il faudra, selon lui, pas tout de même se fier totalement au livre audio, mais il faut que les deux expériences, c'est-à-dire à la fois l'expérience du livre audio et l'expérience du livre papier, il faut qu'elles se complètent toutes les deux. Je crois que oui, vous avez tout à fait raison. Oui, les deux expériences se complètent. Il y a la présence de la voix, il y a la présence aussi le livre papier. On ne pourra jamais se passer du livre papier, ça reste quand même le support originel de l'écrit et de l'histoire et du conte. Donc oui, vous avez tout à fait raison, monsieur. Alors donc voilà, merci à vous d'avoir été là, d'avoir été présents. Merci à tous nos invités, aux organisateurs, les Alliances françaises de Tunisie, l'Institut français
de Tunisie. Et puis un grand merci aussi à Rachel Boslem, à la directrice de la BNT, pour avoir accueilli, donc, et à son équipe, merci encore une fois, d'avoir accueilli donc, ce premier salon du livre audio. On espère que c'est la première édition, mais ce ne sera pas certainement la dernière, on espère, voilà. Donc, Yvan Amar, Frédéric Jagu, merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation. À très bientôt et on espère vous voir dans la prochaine édition en présentiel. Voilà, donc merci beaucoup, à très bientôt. Merci.